Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 9 de Vue du banc. Après être revenu sur la première journée de Ligue des Champions dans l'épisode précédent, on s'attarde cette fois sur la première journée de Ligue Europa et on aura peut-être un petit mot sur la Ligue Europa Conférence qui a débuté la même soirée. Je suis accompagné des deux tauliers habituels, d'abord de l'ordinateur humain, Florent Teuti, salut Flo. Salut Raphaël. Et puis la machine, slash le professeur, Christophe Kuchli, salut. Salut Raphaël, et oui. Peut-être expliciter quand même ce surnom que vous me donnez depuis hier, puisque tous les gens ne nous ont pas forcément suivis sur Twitch, parce qu'on a une audience beaucoup plus large sur les podcasts, car depuis cette semaine, je donne officiellement des cours. Donc, d'où ce surnom du professeur. Ouais, tu arrives à mêler matière grise et travail des biceps. Et c'est ce qui te rend si admirable, Christophe, au-delà de ta plume magnifique. Messieurs, pour parler un peu de football, alors je ne sais pas si c'est le bon choix d'ailleurs de parler de football, vu les matchs qu'on a vus de 21h, mais du coup on va commencer par ceux de 19h, Flo, je pense. Ce sera plus Ah, intéressant, d'accord. parce que plutôt déprimé à la fin de l'épisode qu'au début, pour que les gens restent avec nous et aient envie de Au nous début, écouter. ouais, certes. On va commencer par Lokomotiv Moscou, Olympique de Marseille, le seul match de 19h qui concernait une équipe française en Ligue Europa. Et je vais commencer par donner les compositions de ces deux équipes. Il faut préciser que le Lokomotiv Moscou n'est pas entraîné par la Franck, mais qu'il est la tête pensante du projet désormais. Donc vous allez me dire si le projet de jeu lui correspond ou pas encore. Dans les buts du Lokomotiv Moscou, Guilhermé, une défense à 4 avec Tiznian, Serkera, Makeev et Ita, c'est Yedvaj, l'ancien de Leverkusen, que je vois au poste de latéral droit. Beka, qui était au milieu de terrain, Barinov, Kulikov, Kamano, l'ancien pote de Flo, à Bordeaux, Mhm. Smolov et Zemaledinov. Du côté marseillais, vous allez me dire comment ça s'organisait. Je lis Paolo Lopez, Saliba, Alvaro, Logan Perez, Camara, Rongier, Gerson, Under, Dieng, Gendouzi, Harit. Ça annonce un 3-3-1-3 sur Ouscord. Flo, est-ce que c'était un 3-3-1-3 sur le terrain? Oui, 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 c'était à peu près ça. On va dire que tu avais, de toute façon, avec les systèmes de Sampaoli, tu as les 2 ailiers, tu as des joueurs ensuite à l'intérieur, au milieu de terrain, avec Gerson, Harit qui était dans la position la plus avancée de faux neuf, Camara qui était dans une position fixe, Guendouzi et Rongier qui pouvaient beaucoup bouger. Sur le papier, a priori, Rongier se repliait latéral droit, mais on va revenir là-dessus. Marseille a tellement dominé le match, Christophe confirmera, que finalement, on a très peu vu Rongier revenir dans cette zone-là. Et en effet, derrière, c'était beaucoup plus une défense à 3 avec Luan Pérez, Alvaro et Saliba. Ça fait un partout au score, je précise. But sur penalty de Cengiz Under à la 59e minute, égalisation de Faustino en Horin, j'imagine, à la 89e minute, dans un match que l'OM donc a outrageusement dominé. Christophe, 19 tirs à 5, 74% de possession à 26, pareil en pourcentage de passes réussies. Le seul domaine finalement où les Russes s'en sortent, c'est en termes de tacles réussis, mais c'est logique quand on n'a pas le ballon. 9 corners à 0 aussi. Est-ce que l'OM a été aussi emballant que lors des derniers matchs de championnat? Oui, j'allais dire peut-être même plus. Faut toujours mettre ça en rapport avec le niveau de l'adversaire, c'est-à-dire que c'était peut-être encore mieux face à Monaco, dont j'ai pas tout vu, j'ai vu juste des bouts. En même temps, en face, c'était quand même assez compliqué. Il y avait notamment un duel entre Matsima et Dieng qui était assez compliqué côté monégasque avec une sortie à la 45e. Là, je pense que l'effectif global du Lokomotiv est moins bon que celui de Monaco, mais que tu n'avais pas ce point faible que tu pouvais attaquer encore et encore. Du coup, finalement, peut-être que ça s'équilibre, et si du coup tu prends plus forcément en compte le talent de l'adversaire, mais simplement la performance marseillaise, c'est oui, c'est dans le top 2, j'imagine, de ce qui a été fait cette saison, top 3 si vraiment tu prends large, parce que honnêtement, bon alors c'est dommage, évidemment, il n'y a pas le résultat, et forcément, au bout d'un moment, ça compte quand même dans le foot. Maintenant, à cette période d'année, sur une phase de poule, où il vaut mieux être premier pour passer directement, mais où même le deuxième aura une sorte de barrage pour se qualifier, où le groupe n'est pas insurmontable, je vois quasiment que des points positifs, à la fois dans la capacité à combiner. Vraiment, le système était... Tu pouvais quand même le reconnaître, mais les positions, c'était tellement mouvant que je comprends. Enfin, moi, déjà, j'avais du mal devant ma télé à comprendre un petit peu qui occupait quelle position entre Gendouzi, Gerson, Harit. Ça permutait tellement. C'était vraiment très sympa à suivre, mais j'imaginais pour l'adversaire, c'est quand même assez compliqué de savoir quel déplacement suivre. Surtout que ce sont des joueurs qui, pour la plupart, sont capables
de prendre la balle et d'aller attaquer balle au pied de l'adversaire. Donc c'est-à-dire que déjà, tu as du mal à les suivre, mais en plus, Guendouzi peut prendre la balle et aller traverser une partie du terrain. Donc c'était vraiment difficile pour l'adversaire de savoir comment défendre sur ces phases-là, et quand le ballon était récupéré, le pressing à la perte marseillais, avec du coup cette densité créée par ces joueurs assez proches pour combiner, etc., faisait que la balle était tout de suite récupérée. Donc honnêtement, sur ces deux phases-là, c'était vraiment du très haut niveau. Tu peux chipoter sur la finition, et vu que le problème a priori c'est de te découvrir si tu n'arrives pas à bien presser à la perte, mais que là c'était bien fait, au final, comme le disait Florent, les retours de Rongier sur le plan défensif, j'ai quasiment aucun souvenir d'eux. Donc on va dire, c'est un peu le match idéal, en tout cas sur la physionomie, pour une équipe de Sampaoli, quoi. C'est-à-dire elle attaque, elle n'a pas à défendre dans son propre camp. Christophe, tu hésitais sur comment s'organiser le jeu marseillais en possession, sur qui devait occuper quelle zone. On va demander à celui qui prend des 8-0 de la part de l'Algérie de nous dire un petit peu comment finalement s'est organisée cette attaque. Et je reprends ta bio, hein, Flo, que tu as changé récemment sur les réseaux Oui, sociaux. alors moi je peux le faire, toi non. Oh, le charisme du mec. Je vais pas répondre parce que c'est un peu mon employeur aussi, Florent, sur Coparena. Allez vous abonner à Coparena. Donc je vais me taire silencieusement et tu vas nous dire, Flo, à peu près comment ça s'est organisé ce Rongier Camara Gerson Guendouzi, parce que c'est vrai que ça peut paraître redondant de prime abord. Est-ce que ça l'a été? En fait, c'est les combinaisons qu'on voyait dépendaient. Enfin, ce qui était intéressant, c'est que c'était jamais fixe. C'est-à-dire que il y avait des triangles qui se formaient sur les ailes avec, en première mi-temps, par exemple, il y a un mouvement, Christophe confirmera, c'est Harit, Guendouzi, ça finit sur un tir de Guendouzi, et ça doit être Under qui fait la première fixation en repiquant à l'intérieur. Donc tu peux avoir ça. À gauche, tu pouvais avoir Gerson qui s'excentrait, Luan Pérez qui montait quand même jusqu'à occuper le demi-espace, et Dieng qui se recentrait aussi, avec Harit qui pouvait s'y aventurer. En fait, le seul joueur fixe dans toute cette animation offensive de l'OM, c'était Camara, qui restait toujours dans cette zone axiale pour être le premier joueur capable de stopper les possibles transitions adverses, si tant est que le pressing à la perte ne fonctionne pas. Mais au-delà de son cas à lui, ça bougeait énormément, même, donc, comme je le disais, Luan Pérez s'aventurait très très haut dans le camp. On l'a très souvent vu essayer de dédoubler, notamment en première mi-temps dans mon souvenir, jusqu'à jouer demi-espace comme je l'ai dit. Donc vraiment, il y avait une variété, mais il y avait toujours un respect des positions, un respect de la structure. C'est-à-dire que si un joueur, comme Luan Pérez par exemple, s'avançait demi-espace, Gerson se retrouvait excentré côté gauche, par exemple. Et ça, c'est quelque chose quand même d'intéressant, même si le petit bémol, c'est que on est vraiment dans une situation où il y a une... Ça va faire plaisir à Philippe Gargoff, ça. Il y a une hybridation de tous les postes. C'est-à-dire que tu as Luan Pérez, il peut être amené à jouer, comme je l'ai dit, ailier gauche, demi-espace, ou dans sa position la plus naturelle, la plus habituelle. Mais est-il pertinent dans toutes les zones? Pas forcément. Même s'il a beaucoup de qualité, et il les montre depuis qu'il est arrivé. Donc il y a à la fois ce côté positif d'une équipe très mouvante, très fluide, mais aussi un côté un bémol, c'est-à-dire qu'il y a certains joueurs forcément dans certaines zones qui seront moins à l'aise que d'autres. Voilà. Est-ce que c'est pour ça, Flo, que l'OM n'a pas marqué plus de buts? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs à l'aise pour un peu faire la même chose et finalement intervertir de poste, mais moins pour occuper cette surface et pour convertir? Ou est-ce que c'est juste un match où des mecs ont raté des occasions qu'ils auraient pu réussir aussi bien je sais pas, si la nuit avait été un peu différente? Ou comment tu expliques un peu finalement qu'il y ait 19 tirs comme ça et un seul but pour l'Olympique de Marseille? Quand tu regardes le détail des tirs, il y a 19 tirs, il y a 2,05 expected goals, il y a 7 tirs cadrés, mais c'est vrai que, en tout cas sur FotMob, ça ne compte qu'une seule grosse occasion. J'imagine, Christophe, que c'est celle de Gerson sur la passe d'Under en première mi-temps. Il y a aussi la tête de Dieng en deuxième, où il est un peu court, et ça l'a peut-être pas compté comme un tir, mais ça aurait pu faire une deuxième grosse occasion. Mais c'est vrai que si tu dois mettre un bémol sur ce match, c'est qu'en effet, près de la surface, tu te heurtais un peu au défaut de tes qualités. C'est-à-dire que quand tu alignes sur le terrain Rongier, Guendouzi, Camara, auquel tu peux ajouter Gerson, mais dans une moindre mesure, je trouve, je dirais c'est très bien, mais c'est presque normal d'être hyper efficace à la perte du ballon, parce que Rongier, Camara, Guendouzi sont 3 mecs qui vont aller chasser, qui vont être très pertinents pour presser vite dans le camp adverse. En revanche,
Bah, le défaut, c'est qu'en effet, Rongier, Guendouzi, Camara, enfin Camara reste en retrait, mais tu pas forcément cette qualité dans les 30 derniers mètres pour faire des différences. Et on en parlait justement entre les 2 matchs avec Christophe. La variable pour Sampaoli, ça va être de réussir à garder cet allant à la perte du ballon et cette efficacité pour récupérer le ballon très rapidement, tout en réintégrant Milik et en réintégrant Payet pour avoir ses talents dans le dernier tiers et être efficace et être vraiment dangereux, pendant 90 minutes. Est-ce que, Christophe, quand tu vois ce football-là de l'Olympique de Marseille où il n'y a pas de neuf et où c'est Payet ou Harit qui occupe cette position, t'as vraiment envie que Milik revienne? Même s'il va ajouter des buts, mais tu sais que le style de jeu pourra plus être exactement le même. J'ai envie de voir, j'ai quand même envie de voir, ce qui va se passer avec Milik. Parce que mine de rien, même si en fait Milik c'est un attaquant assez bizarre parce que, parfois il me fait un peu penser à Patrick Schick sur le côté, il est assez grand mais finalement il est pas non plus ultra grand quoi. Il est à peu près autour de ma taille. Il est bon dans le domaine aérien, mais il se déplace quand même assez bien. Et en fait, tu peux un peu l'imaginer en attaquant de surface et finalement, tu te rends compte qu'il va être amené, parfois à décrocher, à être un 9,5. Maintenant, c'est clair que, dans tous les cas, s'il décroche, il n'est pas pendant ce temps-là dans la surface, sauf si vraiment l'action se débloque et qu'il a le temps d'y retourner. Mais non, je suis quand même assez curieux de voir. En fait, je sais pas à quel point tu vas perdre des choses si tu intègres Milik parce qu'effectivement, à partir du moment où tu as un faux neuf, enfin, ça décroche, ça peut combiner de partout. En gros, tu ajoutes, un point supplémentaire, pour créer des triangles, quoi. Mais, dans l'absolu, ce travail qui était fait par Payet sur les premières journées de championnat, qui est fait par Harit sur les 2 derniers matchs, tu peux imaginer que ce soit lui qui le fasse, que du coup, ça permute un peu moins. Donc, c'est-à-dire que tu vas toujours avoir un attaquant qui décroche, sauf que ça se restera toujours une pointe. Enfin, la partie haute de ton triangle va toujours rester la même. Maintenant, il peut quand même y avoir un apport dans la surface vraiment très intéressant. Mais je rejoins ce que dit Flo. En même temps, c'est logique, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est que je pense que seul Milik, aucun souci. C'est-à-dire typiquement, enfin, c'est n'importe quoi, mais genre, tu mets Milik à la place de Dieng et tu mets Harit à la place de Dieng sur le terrain et Milik en pointe. Enfin voilà, tu peux faire comme ça pas mal de choses, sachant que tu peux mettre des De La Fuente. Enfin, il y a quand même un banc qui est relativement sympathique. Maintenant, mettre et Milik et Payet, là par contre, tu vas vraiment perdre un joueur très bon dans le fait de gratter les ballons. Et c'est vrai que là-dessus, tu te dis, alors encore une fois, il n'y a pas forcément besoin d'équipe type dans le foot, il y a toujours des blessés, il y a toujours des matchs qui s'enchaînent, mais sur le papier, ce sont peut-être tes 2 joueurs les plus talentueux, donc tu peux avoir tendance à les mettre. Sauf que là, je vois cette équipe, je me dis Camara, incontournable a priori devant la défense pour gratter les ballons, Gerson, recrue un peu star et je pense vrai potentiel. Après à voir, s'il a un meilleur poste et ce qu'il peut devenir. Guendouzi sur ce match-là est vraiment très bon et il apporte un peu sur toutes les phases. Et Rongier, en gros, qui pourrait être celui qui souffrirait, c'est-à-dire qu'en gros, encore une fois, tu mets Milik en pointe, numériquement, il remplace Dieng sur le terrain. Tu peux imaginer par exemple qu'un Payet rentre à la place de Rongier, que Guendouzi joue un cran plus bas et que Payet joue sur une espèce de rôle de numéro 10. Sauf que la transformation de Rongier me semble quand même assez intéressante sous Sampaoli. J'en ferai Puis pas un qui cadre. jouerait latéral droit du coup? Bah, Parce que ce serait Camara qui basculerait latéral droit ouais, c'est ça, et tu peux. tu changes ta manière de défendre, enfin de te réorganiser à la perte. Ouais, ouais. Encore alors, en sachant que c'est toujours pareil, hein, si les matchs, tu les joues, sur cette physionomie-là, dans l'absolu, tu jamais de latéral droit et tu t'en fous. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même pas de solution idéale, mais c'est quand même un bon problème à avoir quand, ton escouade, à prime, on va dire, et des gens qui sont peut-être un tout petit peu moins talentueux avec ballon, mais qui courent beaucoup, sont dans un projet de jeu où leur course et leur envie et cetera suffit à créer des occasions. Et puis on l'a pas évoqué, ce soir parce que finalement ils ont eu je crois que c'est Dimeco qui à un moment donné pendant le commentaire le dit, ils ont eu que des miettes à récupérer. Mais au-delà du pressing à la perte, ils ont quand même aussi des joueurs derrière et je pense surtout à Saliba quand je dis ça, qui sont capables de gérer des transitions, offensives et de faire du recul-frein, de bien gérer des situations «d'urgence» entre guillemets. Donc ce soir ils en ont pas eu besoin, mais ils auront aussi cet atout supplémentaire au cas où le pressing soit un peu plus défaillant un jour, quand tu réintègres Milik, quand tu réintègres Payet, etc. J'ai peur de vous poser une question qui va vous scandaliser et je prends des pincettes, mais est-ce que dans le style, le fonctionnement avec comme ça 2 joueurs, un peu plus haut sur le terrain qui sont pas vraiment des neufs et qui vont beaucoup décrocher, il y a pas un petit côté, Christophe et Flo, Barça en 3-7-0?
avec Messi, Fabregas qui venaient décrocher tout le temps et ça partait en profondeur sur les côtés. Et puis on arrivait lancé dans la surface en partant de plus loin. Le Barça de la dernière saison de Guardiola, où c'était parfois limite trop, mais dans cette idée que finalement il n'y a plus du tout de neuf, plus du tout de point de fixation et que la profondeur vient uniquement des pistons. Oui, bah si, il peut y avoir ce rapport-là. Après, ce rapport-là, par contre, a certains défauts quand t'as pas Messi et Fabregas. Oui, c'est pour ça que je prenais des pincettes. Mais non, mais c'est intéressant, mais ça m'intéresse d'autant plus que la finale du mondial des clubs entre Barça et Santos, le fameux 3-7-0, je l'ai vu il y a une semaine. Donc, du coup, j'ai bien en tête la façon dont ça s'anime. C'est rigolo d'ailleurs, parce que Neymar défend partout. Tu sens que c'est un peu le match de sa jeune carrière. Mais quand tu le vois Il fait des, courir. il fait des appels en profondeur ou pas aussi? Ouais, 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 il essaye. Bon, après, Santos a Ah, il est 20% capable de faire ça, c'est Santos a marrant. 20% de possession, je crois. Donc, il n'a pas l'occasion d'en faire beaucoup. D'ailleurs, équipe de Santos, où tu as quand même du Ganso, tu as du Danilo. Il y a une, il y a- Aruka qui était très bon il aussi. y avait il y avait quand même une génération assez sympathique qui était très jeune à l'époque. Mais tout ça pour dire que oui, alors au-delà du fait que la qualité technique, tu peux quand même pas la comparer avec tout l'amour qu'on a pour Marseille, il y a quand même un aspect assez délirant dans les combinaisons du Barça dans le petit espace à l'époque. Mais les combinaisons du Barça, en fait, partent et restent finalement sur 90% de l'élaboration de l'action beaucoup plus bas en fait. C'est-à-dire t'es entre 25 mètres pour la partie haute et la limite de l'arc du milieu de terrain, quoi, à 40 mètres. Mais c'est-à-dire que vraiment ça combine relativement loin du but et ensuite soit Messi va faire sa chevauchée, soit ça explose sur une passe en profondeur. Alors que j'ai l'impression que Marseille fait ses combinaisons de manière un peu plus verticale et un petit peu plus proche du but, ce qui est logique finalement pour bien presser à la perte. Parce que le Barça, là, si ça se ratait, ça perdait la balle plutôt à 40 mètres du but adverse qu'aux abords de la surface. Et pour le récupérer, c'est pas exactement les mêmes choses, mais dans l'absolu, il n'y a quand même pas non plus énormément d'équipes qui jouaient de la sorte en fait. Parce que même, tu vois, il y avait l'affiliation quand il est arrivé. Oui, Sampaoli, Bielsa, sans filiation, cousinage, enfin voilà. Est-ce que vraiment ce sont des coachs qui se ressemblent? Cet aspect football sans numéro 9, Bielsa, j'ai pas souvenir de ça. C'est-à-dire que même quand il mettait un joueur qui n'est pas un 9, quand il le mettait en pointe, c'était genre Pépé à Lille, et Pépé faisait des appels de 9, voire même des appels Mbappé courant partout, mais faisant ça à contre-temps. C'était pas du tout le côté on va mettre entre guillemets un milieu de terrain Ouais. supplémentaire pour qu'il Par contre, décroche, quoi. il y a le Oui, 3-3-1, c'est ça, c'est pour ça que j'y 3-3-3-1 pense, qui est ouais. un truc enfin, je crois que à part Bielsa et Sampaoli, je sais pas qui l'a utilisé en Europe ces 15 dernières années, tu vois. Je Je, sais même pas s'il y a un autre coach qui l'a fait. Guardiola l'a peut-être fait une fois, mais oui, non, ça Oui, n'existe oui, oui. pas. Je me souviens d'ailleurs, j'avais Après, il posé la fallait. question à des joueurs de Lille qui. J'avais dit, mais même en formation, tu sais, ça vous est déjà arrivé? Enfin, pas du tout. C'est- on connaît pas en fait ce système, donc c'est vrai que quand les mecs en face jouent à deux attaquants et que du coup on sait qu'on bascule sur le 3-3, un 3-1 ou un 3 selon comment tu le définis, la prise de repère, en gros, tu es vraiment sur l'apprentissage. Alors que si tu bascules sur un 4-3-3 ou autre, les mecs, ils ont déjà joué toute leur vie dans des 4-3-3, des 4-4-2 ou autres, donc les repères sont assez faciles à trouver, même quand c'est pas ton poste. Après, le truc, c'est que cette solution-là, c'est parce que là, je regardais ce qu'il avait sous la main quand il était à Séville, et du coup, il avait quand même un 9, c'était Ben Yedder, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Même si je sais pas, voilà, Mais c'était Ben Yedder qui jouait. il avait aussi 150 meneurs de jeu. Oui, oui, Déjà, bah oui, oui. Bah, il nous mettait du Nasri, Nasri Nasri, Vasquez ensemble ou Vasquez, des choses comme ça. Kiyotake parfois, et il ouais. y en avait Bah, encore un t'avais ou deux Banega autres. plus bas, non? Il y avait Vitolo Ouais, il y sur les avait côtés, enfin Vitolo. sur un côté. Ouais, en gros, t'avais Banega, Euh, genre en 8 et Nzonzi en 6. Et, ouais. et tout le reste, c'était des offensifs, quoi, hormis la charnière. Mais du coup, Et vous vous rappelez de Crondelli? J'aimais bien, ouais. oui, J'ai toujours pensé à la maladie de tout, Crohn quand je voyais son nom. C'était plutôt un bon joueur. tout ça pour dire que il y a sans doute cette version-là qui est quand même très sympathique à voir, mais le retour de Milik devrait quand même ramener peut-être l'équipe à une formation plus classique, même si Milik est un joueur capable de décrocher, etc., et de participer, ça risque
rebouger, je pense, quand il va falloir le réintégrer. Et Milik Bah, en fait, aussi, petit truc, mais qui est un très très bon frappeur, j'allais dire de loin à l'échelle du foot où c'est pertinent, c'est-à-dire entre 20 25 mètres, très bon tireur de coup franc. À Naples, il mettait assez régulièrement des frappes comme ça d'une vingtaine de mètres, c'est tout con, mais quand tu as un attaquant qui décroche, qui du coup peut être amené à toucher des ballons à 20 mètres du but, à 25 mètres, s'il se met dans le sens du jeu, qui frappe de loin, ça peut faire but aussi. Donc rien que ça légitime aussi son côté décroché, quoi. C'est pas juste ah putain, t'éloignes ton attaquant de la surface, donc du coup, tu le fais un peu jouer contre nature. Il a aussi une vraie menace de loin. Je pense qu'il est dans les 5-10% de meilleurs attaquants sur les frappes à cette distance-là. Milik qui a repris l'entraînement avec le groupe et devrait donc plus tarder à revenir, a priori, d'après ce que je vois là. Revenu à l'entraînement collectif il y a 2 jours. après, j'étais très fan du Milik Euro 2016 qui jouait en limite en retrait de Lewandowski et qui bougeait beaucoup, mais avec ses blessures répétées, est-ce qu'il peut encore faire des choses comme ça? J'ai quand même l'impression qu'il est moins mobile qu'il y a 4-5 ans. On va Mais voir, hein. on va bien voir dans cette équipe Après, il y a comment, tellement de mecs comment il mobiles jouera. autour que j'ai envie de Oui, dire, alors évidemment, faut bouger un peu, mais c'est un peu moins grave si tu restes statique, parce que si tout le monde bouge autour, finalement, il y a quand même suffisamment de fausses pistes pour l'adversaire pour que toi, tu marches un peu plus. D'ailleurs, bah, on le voit, hein, je veux dire. Messi qui marche, c'est plus embêtant quand il y a d'autres marcheurs autour, quoi. Quand tout le monde courait autour de Messi, tu faisais pas attention au fait que le mec trottine, quoi. il y a des mecs qui marchent au PSG? Mmh, j'aime bien Ne ça. lance pas là-dessus. Non, mais n'empêche, Euh, ça me fait plaisir que Marseille joue bien parce que je ne sais pas pourquoi. On, Ah euh, oui, on a j'allais l'aborder, on a parfois vas-y. dans mention des gens qui. Alors, pas beaucoup, hein, c'est-à-dire, vu qu'on a très peu de gens qui nous trollent sur les réseaux sociaux, dès qu'on en a un ou deux dans notre tête, on fait oula. Mais c'est vrai qu'apparemment, les gens pensent enfin certains, qu'on n'aime pas du tout Marseille. Alors que moi, cette équipe-là de Sampaoli et l'équipe de Bielsa à l'époque, c'est vraiment dans le top des équipes vues récemment en Ligue 1. Donc ça me fait plaisir de pouvoir dire du bien de Marseille, pas pour me remettre les supporters Marseille dans la poche ou je ne sais quoi, mais parce que quand tu répètes toujours la même chose, au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient redondant et on peut estimer qu'il y a une forme d'acharnement. Et le Marseille de AVB, c'était assez compliqué. Marseille de Nasser Largué, j'ai toujours pas compris pourquoi les gens pensaient que Nasser Largué avait ramené le calme en gagnant, je sais pas, 2 matchs sur 10 ou quelque chose comme ça. Donc je suis très content que ça puisse un peu tourner et que du coup, bah, on puisse alterner entre les équipes dont on dit du bien et celles dont on dit du mal. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas fait assez sur le 6-0 de Mitchell contre 3 pour son premier Avec la match. déclate de Non, Michel, mais, on se régale dans la ligne de l'équipe. non, mais il suffit de faire l'historique des entraîneurs marseillais depuis le lancement de Vue du banc en 2016 pour expliquer pourquoi on n'a pas beaucoup parlé de l'OM positivement depuis qu'on a commencé l'aventure. En fait. Il y a rarement eu du positif à dire sur le jeu de l'OM. Il y a eu des bons résultats, comme l'année de Villas-Boas, avec 0 jeu. Et bizarrement, dès qu'il a arrêté de gagner 2 matchs de suite, les supporters n'en pouvaient plus. Parce qu'il n'y a plus de jeu, en fait. Et derrière, enfin, quand il n'y a plus de résultats et quand il n'y a pas de jeu, ça, c'est pas du tout intéressant. Donc on espère que ça va continuer pour l'OM, pour que les gens arrêtent de croire qu'on est anti-marseillais. Une question pour Flo sur le Lokomotiv Moscou, puisque ça va être relié à mon Oula. pari qui est, Oui, qui est passé, ouais. Qui est passé. qui est passé, mais franchement, sans aucune préparation, C'est sans la un bonne vol. justification, ouais, complètement, c'est un vol. Non, parce que je m'attendais donc à un Lokomotiv Moscou fidèle à Rangnick, et de ce que je vois des stats, j'ai pas pu voir le match, de ce que je vois des stats, ça n'a pas du tout été le cas. Est-ce qu'il y a eu des intentions, des principes tentés en début de match qui ont ressemblé à ce qu'on pouvait voir dans les équipes Red Bull à l'époque, ou pas du tout? Alors, je vais parler sous la surveillance de Christophe. Il y a eu ce 4-3-3 avec 2 lignes de 3 très à plat, très proches, très compactes pour fermer l'intérieur. Mais au-delà de ça, en fait, ils étaient tellement proches les uns des autres et surtout, il y avait très peu de joueurs capables de sortir de la pression que finalement, ils ont eu un plan défensif qui a plutôt quand même tenu en première mi-temps, vu la domination marseillaise, la domination territoriale. Ils ont assez peu concédé parce que je crois qu'à la mi-temps, ouais, c'est ça, Marseille est à 0,49 XG. Donc ça, c'est vraiment plus accéléré en deuxième mi-temps. Mais est-ce qu'ils ont pressé haut, par exemple? Non, ils ont essayé une ou deux fois, je pense, par séquence, mais ils ont vite abandonné l'idée, je Bah, crois. c'était plus contre-productif qu'autre chose, hein. Tu Ouais, sortais, ça, tu te faisais casser quand même relativement facilement et tu t'exposais alors que ta chance et c'était de rester t'exposais, en ouais, bloc, quoi. tu t'exposais à la vitesse des ailiers, notamment si tu sortais trop haut, quoi. Ouais, parce que Donc, il y avait un duel Under face au dénommé Tiknisian, si je sais bien lire, le mec qui prend les deux jaunes. Je pense qu'on était sur une bonne seconde et demie aux 100 mètres d'écart et
je pense pas loin d'une seconde sur 40 mètres. Honnêtement, c'était très compliqué. Donc, du coup, tu pouvais prendre quelques risques si tu sortais un peu haut, quoi. Valait mieux avoir un deuxième mec en couverture et pas aller chercher trop haut pour pas qu'il laisse pas s'attaquer. Parce que rien que ça, mine de rien, ça aurait pu potentiellement faire ce que je disais sur Dieng face à Monaco au match précédent, quoi. Après, individuellement, BKBK a pas été mal, j'ai trouvé, sur certaines situations, certaines séquences. Son évolution va peut-être être intéressante là-bas, avec Rangnick. En tout cas, il a l'air soluble dans ce qu'aimerait vouloir faire Rangnick. Et il y a Smolov qui a cette occasion à 0-0 qui peut peut-être faire basculer le match de l'autre côté, où il se la crée tout seul, il met une frappe je sais pas, il est un peu excentré côté gauche, et il met une frappe où il ferme très bien le pied, la cheville pour l'envoyer premier poteau. Et Paolo Lopez avait l'air battu. Donc finalement, c'est le but qu'ils prennent à la fin. Voilà, sur un exploit individuel, ça aurait pu arriver un peu plus tôt dans le match. Mais c'est vrai que globalement, oui, il y a quand même pas mal de taf pour vraiment voir la patte de Ralph là-bas. Et côté individualité marseillaise, est-ce que des joueurs ont été marquants? Alors, j'imagine Under, parce qu'il va chercher le péno et il le convertit. Mais est-ce qu'il y a d'autres noms qui ont été plus en vue, négativement ou positivement d'ailleurs? Christophe a parlé de Guendouzi, peut-être. Ouais, Euh, En fait, dès qu'il est... on sait qu'il court, on sait qu'il a aussi un caractère pourri, mais du coup, quand ça tourne bien, qu'il le montre pas, ça pose pas de soucis. Mais sur certaines... Bon, ses frappes, je les ai trouvées intéressantes, mais j'ai souvenir notamment dans les grands ponts à l'entrée de la surface. Attention, Guendouzi t'apporte ça, vu ce qu'il sait déjà faire sans ballon, sur le positionnement, sur la capacité quand même à être assez polyvalent. Tu te dis, ah oui, si c'est un match comme ça va être quand même assez compliqué à défendre, parce que du coup, il peut un peu tout couvrir. Donc c'est vrai que ouais, Guendouzi est assez intéressant. Après, c'est pas le match du siècle non plus, mais quand tu le vois jouer comme ça, tu te dis, mais en fait, alors je comprends les relations avec Arteta, l'engueulade avec Neil Maupay, voire plus, que son avenir à Arsenal était potentiellement bouché. Donc à la limite, l'option d'achat assez basse, etc., pourquoi pas. Mais c'est vrai que tu vois ça, tu te dis, putain, le Hertha devait être quand même vachement dysfonctionnel pour avoir été menacé de relégation toute la saison avec lui, avec, alors quoi qu'on en pense, avec Touzard, avec Cunha, avec Luke Bacchio, enfin c'est quand même une putain d'équipe. Et le Guendouzi là, même l'an dernier, je suivais un peu le Hertha, il n'était pas forcément dans les meilleures conditions, mais il n'était jamais à ce niveau-là non plus. Donc c'est limite un retour en arrière sur le Guendouzi première saison Arsenal, quoi, quand le mec explose au plus haut niveau et se retrouve appelé en équipe de France. Moi, après, j'ai beaucoup aimé Camara, moi, dans sa lecture des trajectoires pour couper les transitions. Sur les rares moments où le Locomotive réussissait à aller un peu de l'avant, c'était souvent lui qui était là pour couper. Et d'ailleurs, je viens de récupérer juste les chiffres de stats. Il y a quand même 4 Marseillais qui sont au-dessus des 100 passes réussies sur l'ensemble du match. Marseille qui termine à 92% de passes réussies. Tu as Saliba à 114, Alvaro à 101, Camara 122, Rongier 124. Et ça, c'est des volumes qu'ils n'ont pas forcément eu beaucoup. On parlait de la période AVB. Bon, on en est très très loin maintenant. Dernier petit mot sur l'individualité, j'en ai un peu parlé. Dieng, s'il y a de la profondeur à attaquer, c'est bien. Face à un bloc plus bas, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense qu'il peut avoir sa chance, genre sur des matchs où tu mènes 1-0, ou alors si on vient de chercher assez haut et du coup tu le fais rentrer. Mais De La Fuente, dans ce type d'opposition, il y a quand même des qualités avec ballon dans la percussion qui sont supérieures. Et dernière petite chose. Attendez, non, dites pas plus, parce que tu vas peut-être répondre, Flo, à une question, je la cite, une question de Jankovicius qui nous dit comment améliorer le déséquilibre des offensifs marseillais face à un bloc bas. Je sais pas si c'est ce que tu allais aborder, mais j'en profite. Pas du tout. Parce que Christophe a parlé de Conrad et de Dieng. Vas-y, Flo, et après on ira vers voir Christophe. Moi, j'allais juste parler du gardien volleyeur du Locomotive. Je t'en prie, vas-y. Qui est capable de faire, qui faisait des arrêts, notamment sur des corners, où il volleyait comme s'il faisait une passe au volleyball, tu sais. La passe vers le haut, il faisait ses arrêts comme ça. Voilà, il en a fait 2 comme ça. Mais je crois que c'est un gardien brésilien, donc. Et on sait ouais, je crois qu'il est naturalisé, mais ouais, c'est Guilherme. Mais ouais, des arrêts assez, oui, chill, très calme, très relax comme gardien de but pour le coup. Un peu trop d'épisodes de Jeanne et Serge pour l'ami Guilherme. Christophe, tu voulais parler de Conrad, de La Fuente, tu as parlé un peu de Dieng. Je te repose la question de Jankovicius. Comment améliorer ce déséquilibre des offensifs marseillais face à un bloc bas? Ce qui risque d'être le cas. Si Marseille monopolise la possession comme ça en Ligue 1, ils vont se retrouver assez souvent contre des blocs reculés, au moins contre les petites équipes. C'est terrible. Comment s'améliorer? Quand je t'ai vu interrompre Flo, je sentais que ça allait être une interruption ratée, que tu allais vouloir lancer sur un sujet, mais il avait la tête pour parler d'autre chose.
Donc du coup, ça me retombe dessus. Ouais. Après, en fait, j'entends tout à fait la question. Maintenant, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de formuler une réponse, faisant appel à beaucoup d'intellect, à beaucoup de réflexion. Je pense sincèrement que si tu remplaces Dieng par De La Fuente, même sans avoir, besoin d'une réussite insolente, sur un match, normal, parce que déjà ce match-là, tu le rejoues plusieurs fois, je pense que tu gagnes quasiment à chaque fois. Au-delà de la supériorité numérique et cetera, il y avait quand même une certaine domination. Je pense rien que basculer, De La Fuente à gauche tout le match, il peut assez facilement y avoir, 3-0, 2-0, enfin voilà. Et si en Et plus un Milik dans la surface, et en peut-être. plus tu mets Milik dans la surface, là, je pense que la question du déséquilibre venant des ailiers se pose même un peu moins. Si, en gros, hein, tu peux ne pas avoir fait totalement la différence sur l'aile, mais quand même juste ouvrir la position de centre pour que Milik coupe, ça peut être une occasion qui fera but, alors que maintenant, il faut vraiment que l'ailier ait passé l'épaule pour ensuite faire son centre en retrait pour trouver un mec lancé, ou voilà, refaire une combinaison ou obtenir un penalty, comme c'était le cas de Under. Mais sincèrement, je pense que là, il y a à peu près tout, quoi. C'est vraiment pas le chantier prioritaire. Enfin, c'est même pas un chantier. La question qui reste en suspens, c'est de savoir est-ce que Marseille a vraiment eu un pressing à la perte de dingue sur ce match-là, ou est-ce que juste au Locomotive, on a des boîtes à chaussures à la place des pieds et qu'on est incapable de se sortir de la moindre pression, mais que si tu fais la même chose face à un adversaire un peu plus cadré sur ces phases-là, tu risques d'être en danger là-dessus. On attendra quelques semaines, je pense, avant d'avoir une réponse vraiment définitive. Bah, on le verra vite parce que la poule de l'OM est quand même relevée. Galatasaray et la Lazio sont les deux autres équipes de la poule et Gala a gagné 1-0. Je crois que c'est la 1-0, je Lazio le crois. prochain, il me semble. Ouais. Et non, le prochain Ah, c'est c'est pas ça? Ok. Galatasaray. C'est réception de Galatasaray et déplacement à la Lazio pour la troisième Il y aura journée. Strakosha Donc, dans le but ou pas, vous pensez, face à la Lazio? écoute, on verra. Mais c'est quand même, alors malgré tout ce qu'on a dit de positif sur le jeu, de pas gagner ce match-là, c'est quand même très embêtant. Quand tu sais que du coup, ça doit être logiquement l'équipe la plus faible de la poule. Euh, c'est voilà, en espérant que Marseille puisse rattraper ces 2 points perdus ailleurs pendant les 5 matchs qui restent. On va passer, je crois, parce que là on a fini de parler de Marseille, on va passer à l'autre Olympique, c'est Lyon, Flo, le match qu'on a regardé tous les deux. Oui. Le déplacement aux Rangers qui a rappelé le fameux match où Benzema avait fait crier Grégoire Margoton, je crois que c'était ça, en Ligue des Champions. Bon, c'était beaucoup moins bien là, on s'est beaucoup moins amusé. Il n'y a pas eu vraiment de cris, de joie ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Je vais commencer par les compos. Victoire 2-0 de l'Olympique Lyonnais, but de Karl Toko Ekambi et de James Tavernier contre son camp. Dans les buts des Rangers, McGregor, le seul écossais de l'équipe. Derrière Barisic, Balogun, Goldson et donc Tavernier. Milieu à 3, Davis, Camara, Lundstram. Et une attaque Kent à gauche, Haribo à droite. Je sais que Christophe va un moment réussir à faire une vanne. Et Morello sans pointe. Du côté lyonnais, un 4-2-3-1 avec Lopez dans les buts. Défense à 4, Gusto Boateng, Denayer, Emerson. Guimarães et Cacré au milieu de terrain, Aouar en 10, Toko à gauche, Paqueta à droite et Slimani en pointe. 11 tirs à 8 pour les Rangers. Les Rangers ont eu plus de tirs. Possession équilibrée, duel aérien équilibré, à l'équilibré, dribble équilibré. C'était l'équilibre négatif, Flo. C'est-à-dire qu'aucune des deux équipes n'a été bonne. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Ouais, oui, sans doute. Après, peut-être que les Rangers étaient plus proches de leur meilleur niveau que les Lyonnais, je pense, Euh, malgré la victoire de Lyon à la fin. J'espère pas pour eux. Ça fait 2 ans qu'on nous embête à vouloir parler des Rangers de Gerrard. Si ça, c'est le meilleur niveau. Alors, je sais pas si c'est dommage pour nous ou dommage pour le championnat écossais. Mais en faisant un match correct, ils se font battre par un Lyon moyen. Donc c'est un peu emmerdant. Mais ouais, en fait, la vraie surprise, c'est la. Et là, on va parler un peu du commentaire qu'on a eu tous les deux, puisqu'on était tous les deux sur la même chaîne. C'est la manière dont le match a été commenté sur Canal par rapport au match tel qu'on l'a vécu nous. Donc Canal qui a vanté vraiment la performance lyonnaise. Quand tu vois la rencontre, pour moi, c'est un match, on en parlait un petit peu, c'est un match pièce en l'air, quoi. Tu vois, autant Marseille, si Marseille rejoue 10 fois le match, il le gagne peut-être 8 fois. Là, si Lyon et les Rangers, ça se rejoue 10 fois, je suis pas sûr que Lyon gagne 5 fois, gagne 4 fois. Donc c'est ça que je trouve surprenant dans la manière dont la victoire a été traitée. Tu sentais vraiment que c'est le résultat qui motivait C'est le commentaire et pas autre chose. c'est le score effect, version, Ah oui. version commentaire. Non, mais en partant d'un postulat très simple, ce podcast s'appelle Vue du banc parce qu'on voulait être un peu, s'imaginer
un peu dans ce que faisaient les entraîneurs ou évoquaient leur travail. Je pense que si tu es Peter Bosz, tu n'es pas satisfait du contenu, tu veux être content du résultat. Mais donc à aucun moment tu vois le match et tu te dis c'est une équipe de Peter Bosz. C'est impossible de se dire que c'est une équipe qui l'entraîne. Et je sais même ne serait-ce que sur une seule phase de jeu. Il y a eu 2-3 sorties de balles intéressantes, mais rares. Et sinon, c'est une équipe qui a attendu, qui a plutôt allongé dès qu'il y a eu un peu de pression, Qui a plus subi qu'autre chose. Qui n'a pas réussi à enchaîner des séquences de passes courtes pour justement attirer l'adversaire et ensuite attaquer la profondeur. C'est un match un peu en trompe-l'œil. Pour moi, c'est beaucoup. Ça parlait de match référence sur les télés, de meilleurs matchs de la saison de Lyon. Pour moi, dans le contenu, c'est beaucoup moins intéressant que ce qu'ils avaient proposé contre Strasbourg, par exemple, il y a quelques jours. Alors, personnellement, je n'avais pas vu Strasbourg, mais je vais rester sur ce qui se passe sur ce match-là. Tu as quand même 2 arrêts de Lopez qui sont quand même pas simples, avec sa parade notamment, je ne sais plus si c'est en première ou deuxième mi-temps, là, où il met un arrêt réflexe sur un joueur qui arrive à l'entrée de la surface pour un tir à ras de terre. Là, il se penche très vite pour aller la chercher. Je sais pas, il y a eu tellement de péripéties dans ce match, je les confonds. Après, tu as le coup franc sur le poteau de Tavernier qui, s'il finit dedans, je vais pas dire c'est pareil puisque ça aurait fait but, mais t'as franchement un coup franc très très bien tiré et je pense pas que Lopez était vraiment dessus si malgré son plongeon, si c'était cadré. Donc il y a vraiment des trucs. Et puis en plus, de l'autre côté, quand tu prends simplement les buts de l'OL, bon, le premier c'est un exploit de Toko individuel, et le deuxième c'est peut-être la seule très belle action des Lyonnais sur l'ensemble du match, où dans les 30 derniers mètres tu vois quand même la qualité de Paqueta, la qualité d'Aouar, et Slimani qui est là pour la mettre au fond. Et en plus derrière, c'est pas Slimani qui la met au fond, ça se rebondit, ça dégage et ça rebondit sur un joueur, ça fait un CSC. Mais c'est une des seules séquences où il y a cette présence dans la surface typique, en théorie, des équipes de Peter Bosz. Parce que ça se projette. Alors après, tu peux t'en remettre à certaines prestats individuelles. Guimarães a été bon. Malo Gusto pas mal dans ses intentions offensives. Il est assez régulièrement monté. Mais c'est vrai que globalement, tu n'as pas cette sensation d'une équipe qui a maîtrisé son sujet, qui a su jouer haut, qui a su tenir haut sur le terrain. Et puis à côté de ça, en plus, tu as le premier match la première titularisation de Boateng, l'apparition d'Emerson aussi, où ces deux-là, qui sont deux recrues importantes, n'ont vraiment pas été brillantes, quoi. Oui. Surtout sur le plan technique. C'est-à-dire que Boateng, beaucoup de gelons hasardeux, beaucoup de ballons perdus comme ça, où le gelon, d'habitude, le gelon, lui, il peut arriver à l'envoyer dans la bonne zone et au pire, tu peux presser à la perte. Là, c'était vraiment impossible. Et Emerson, techniquement, il y a quand même beaucoup de, je sais pas, dans la vitesse d'exécution, dans les prises de balles, c'est un peu répétitif. Beaucoup de prises de balles semelles, ça perd du temps. Mais très simple, on va faire un peu ce qu'on a vu du bon Lyon de Peter Bosz depuis le début de la saison, c'est quand ils arrivent à presser haut ou à la perte. C'est quand ils arrivent à combiner dans les petits espaces, soit sur les sorties balles, soit dans le camp adverse. Et là, on l'a pas trop vu. Et Christophe, je vais te sortir de ton téléphone, parce que je vois que tu n'écoutes plus du tout. Je te rappelle que tu es un professeur, je joue aux échecs avec toi. Je te mets en échec et maths. Non, juste pour rappeler un peu pourquoi nous, on était heureux de voir Peter Bosz arriver à Lyon. C'est qu'on avait en tête à la fois son bon Ajax et aussi son bon Leverkusen, où il y a eu des matchs. Alors, le jour où Lyon fera les mêmes matchs que le Leverkusen première partie de saison de Peter Bosz, je pense qu'on le verra, on sentira, parce que pour ceux qui n'ont pas vu son Leverkusen, c'était quand même un niveau de performance pendant quelques mois qui était absurde, Christophe. Je pense qu'il faut le rappeler. Oui, non, c'était. Ce qui m'a toujours fait marrer. Alors, déjà, petit aparté, la blague sur Haribo, je l'ai déjà faite sur Twitter. Oui, je voulais que tu la refasses. Bon, allez, je la refais. Il aurait dû jouer avec Philippe Sebo et Ted Lavie. Voilà. Ouais, donc oui, enchaîne. sur le Peter Bosz, clairement, ce qui m'a toujours étonné, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de fans lyonnais, de suiveurs, etc., étaient dans l'attente de sorties de balles très propres, etc. Genre, ça a mieux construit, genre, les fameux circuits que tu détestes autant. Et au final, moi, j'avais jamais trop vu ça de la part des équipes de Peter Bosz. C'est-à-dire que, ok, son Ajax pouvait faire des passes, etc. Mais j'ai envie de te dire, il faut vraiment être un très mauvais entraîneur pour avoir des joueurs, enfin, de coacher l'Ajax, et que les mecs ne fassent pas ça. Ils sont tous formés dans un moule où ils font ça depuis qu'ils ont 12 ans. J'ai envie de dire, tous les mecs que tu sors, les De Ligt, les Schreurs, machin, c'est que des mecs qui sont capables de porter la balle sur 40 mètres, de faire des passes sous pression, etc. Donc là-dessus, j'ai envie de dire qu'il n'y avait pas forcément de patte Peter Bosz, ça a été fait avant, ça a été fait après.
et sur son équipe de Leverkusen, auquel il était capable de sortir les ballons. Maintenant, que ce soit là sur la fin, Tapsoba, un peu plus tôt Jonathan Tah, etc., il était capable de la porter, mais il savait pas une technique incroyable sous pression. Par contre, une fois que c'était dans le camp adverse, ça explosait de partout, les ailiers multipliaient les appels, le 9 participait, les relayeurs étaient en fait limite des milieux créateurs, quoi, j'ai un milieu offensif, mais en gros, tu avais généralement un mec qui était là pour l'équilibre, notamment Aranguis, mais à ses côtés, c'était un gars qui potentiellement, dans des championnats un peu moins huppés, serait un numéro 10 un peu à l'ancienne. Et une fois que voilà, ça explosait, ça combinait de partout sur le plan offensif, les ailiers prenaient la profondeur à toute vitesse. Et une fois que tu étais dans le camp adverse, t'en ressortais plus, quoi. Ça faisait un peu quand même Ouais, comme. parce qu'à la perte de balle, ça explosait aussi. Oui, c'est ça. Mais c'était aussi l'avantage d'avoir des profils comme les Diaby sur les côtés. Bon, là maintenant, c'est Paulinho. Voilà, il y avait quand même pas mal Bailey, même si bon, c'était un peu des hauts et des bas avec lui, c'était Et, assez régulier. Mm. et Demirbay dans l'axe qui était une machine aussi. Ouais, absolument. Non, mais Demirbay, typiquement, c'est le mec que tu peux imaginer 10, mais qui va se retrouver numéro 8, relayeur, et qui va mener les actions d'un petit peu plus bas. Même Amiri est un meneur, mais qui pouvait jouer plus bas. Enfin bref, tu avais quand même cet alliage. Alors du coup, tu peux imaginer ça, genre, à la Paqueta, quoi. Si Paqueta, par exemple, pourrait avoir ce rôle, même en mieux, qu'avait Demirbay, etc., avec Leverkusen, mais tes ailiers, à la fois, en gros, c'est Toko plus, c'est-à-dire Toko physiquement, mais qui avait aussi la technique, mais qui débranchait jamais, quoi. Diaby, la balle est perdue, il débranchait pas, et du coup, bah, tu pouvais avoir un temps fort d'un quart d'heure à rester installé dans le camp adverse. Et donc là, j'ai pas vu ce match, vu que j'étais sur Monaco, uniquement par raison professionnelle, hein. Le Monaco Sturm j'avais pas du tout envie de le voir, mais c'était juste pour le podcast, dire un petit peu de couvrir l'autre club pour nos auditeurs. Mais de ce que j'ai vu sur le début de saison lyonnais, à aucun moment quasiment je vois ce que je pourrais imaginer du Lyon de Peter Bosch. Et je ne vais pas dire que ça m'embête qu'ils aient gagné, évidemment, hein, mais il faut pas non plus voir la bonne voie, en gros, se tromper, te dire ah, on gagne les matchs comme ça, du coup c'est notre meilleure façon de faire. Alors Bosch a un petit côté dogmatique, donc je suis pas sûr qu'il se satisfasse du résultat, mais il faut pas non plus que lui se dise bon, dans l'immédiat, en faisant ce truc un peu à minima, ça me permet de gagner du temps, d'assurer ma place, donc on va continuer à faire ça, parce que je suis pas sûr que sur le moyen terme, ça soit la chose la plus pertinente de finalement avoir je n'aime pas le mot, mais ce pragmatisme de te dire, bon, mes idées sont trop compliquées à implémenter pour le moment, donc on va faire un truc un peu équilibré, sans folie, qui va nous permettre de gagner des matchs, parce que c'est pas pour ça qu'il a été pris finalement. Vas-y, Flo, j'ai l'impression que tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, non, j'allais dire que pour le coup, il y a un match qui vient dans peu de temps et sur Oui. lequel on devrait pouvoir voir, et il faudrait pouvoir voir la patte de Bosch, c'est le match face au PSG. C'est dimanche. Je vais pas dire c'est le match ou jamais, parce qu'il en reste une quarantaine dans la saison de Lyon, on l'espère pour eux en tout cas, voire plus même, du coup, s'ils passent les poules, etc. Mais c'est sur ce match-là où normalement, ce qui fait la force de Bosch, tu dois le voir implémenter, tu dois au moins commencer à le voir par séquence, quoi. Donc ça sera très intéressant à voir, et j'imagine il sera analysé sur Coparena et débriefé peut-être sur Twitch. On verra dimanche soir comment ça peut se passer. Mais c'est le match ou jamais, surtout quand tu vois ce qu'a fait Bruges face au PSG. Oui, oui. Après, il y aura peut-être pas Mbappé, parce il a l'air touché. Donc peut-être qu'il y aura Les raisons de plus, du coup. mais peut-être qu'il y aura un mec qui va participer défensivement dans le premier rideau du PSG. Oui, Ça change. enfin 1 sur 3, ça suffira pas, quoi. Au-delà du fait que j'ai du mal à Après, voir qui. après, il y en a peut-être un deuxième des trois qui va pas jouer parce qu'il est pas en état de jouer un match de football professionnel, mais il faudrait lui dire. Apparemment, on n'ose pas trop lui dire. Donc peut-être que ça viendra, Est-ce que mais c'est pas oui. l'un des fils rouges de cette saison de vue du banc, la croisade de Bah, Raphaël contre son ami brésilien du PSG? mais non, mais il faudrait qu'on fasse on aime bien les over-under, là, il faudrait faire une date, genre à partir de quelle date vraiment il sera en condition physique de répondre à ce niveau de compétition. On Moi, je dis peut donner novembre. une date dans le passé ou pas?
Mars 2017. Non, mais je suis un peu fatigué par cette histoire. D'ailleurs, je sais plus qui l'a envoyé, je crois que c'est Flo qui nous l'a envoyé aujourd'hui, l'extrait où Antonio Conte répond à Thierry Henry et il dit que quand un mec a la mauvaise attitude, il préfère le tuer, littéralement, ce qui fait Thierry Henry explose de rire. Et bon, vous le savez très bien que c'est mon rêve depuis 2-3 ans que Conte arrive au Ah, je PSG. pensais que que Conte tue quelqu'un, c'était un petit peu. Ah non, 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 mais qu'il arrive au PSG pour savoir justement combien il y aura de cadavres au bout de la première causerie. Ça, ce serait un Mais rêve. n'empêche Après, qu'il bon, y a quand même ce truc-là où on s'est dit, enfin, tu vois, Tourelle dans ses clubs précédents, où tout le monde disait, ouais, il y a un côté un peu terreur, le mec est pas du tout dans le compromis. Et au final, il a fait des câlins, et ensuite il a arrêté de faire Même à des Paris, câlins, ouais. mais il s'est pas spécialement énervé. Donc tu te dis, à chaque fois, on monte en gamme sur les côtés, entre guillemets, psychopathes, non pas psychopathes, mais une personne qui ne transige pas, on va dire. C'est vrai que là, alors il y a des gens au-dessus de Tourelle, évidemment, hein. Tu peux aller sur Félix du Van Magath. Raal, sur du Félix Magath, le militaire. Magath qui était un numéro 10 soyeux, c'est assez rigolo de voir l'entraîneur qu'il est devenu. Mais je veux dire, à part Conte, il n'y a plus beaucoup dans les top entraîneurs de coach où tu te dis, bon, en gros, si tu essayes Conte et que lui-même n'arrive pas, on peut arrêter, quoi. Tu enlèves le coach et puis dis au mec de s'auto-arbitrer, de s'auto-entraîner, quoi. Ouais, où tu mets Francis Ngannou, tu vois. Et peut-être que les mecs là vont douter un peu, je sais pas. Mais enfin bref, on va pas revenir sur le PSG encore une fois. Quelque chose à rajouter sur Rangers Lyon, Flo? Un mot d'un joueur des Rangers, un mot sur un Lyonnais, je ne sais pas. Ryan Kent a été bon, voilà, côté écossais, on peut dire ça. C'est un Ouais, mec non, qui a mis un peu de danger, mais il n'y a pas grand-chose à dire. non, il y a pas grand-chose à dire. Par contre, le match retour sera à regarder parce que je pense que ce 2-0 là, si les 2 équipes en sont au même point, au match retour, tu peux avoir, pas le résultat à l'envers, mais tu peux avoir un résultat tout à fait différent. Oui, c'était très long comme match, hein, il faut qu'on le précise, Ouais, c'était c'est terrible parce que extrêmement j'avais long, envie de vous surtout. poser des questions, genre: «Ah tiens, Tavernier, alors Non, est-ce qu'on non, a vu non, son non, non, pied? non. Est-ce qu'on a vu Rouf?» et cetera. Mais en fait, là, vous m'avez sapé toute mon énergie vitale, donc j'ai même pas envie de vous relancer. Non, on l'a vu un peu son pied, Tavernier, même s'il n'y a pas eu beaucoup de situations Ouais, où bah, il a pu sur le coup mettre le franc, pied, quoi, mais notamment. ouais, sur le coup Qualité de franc, centre aussi, il y a qualité un de centre centre où aussi. il la prend en demi-volée, il envoie une balle super tendue en pleine surface et il n'y a pas d'Écossais pour reprendre. On l'a vu un petit peu, mais les Rangers n'ont pas été très emballants offensivement non plus. J'ai l'impression que Morelos ne sait pas trop faire de passes. Donc ça limite un peu l'expression footballistique. Et le petit, ton pote Haribo, Christophe, Pas trop mal, a pas trop été, mal. voilà, a été pas dégueu, sans être décisif vers l'avant, mais assez propre techniquement. Donc voilà, on avait Tu penses content de revoir. qu'il pourrait aller à Bruges, faire un duo avec Lang? Je l'ai fait juste parce que j'ai vu la tête des Pités de Florent. Passons à Monaco Sturm Graz, Christophe, le match que tu as vu, Ouais, j'aurais où tu préféré qu'on t'es soit pas déjà à 1 force. heure d'émission, comme ça j'aurais pu faire 2 minutes et on n'aurait pas eu l'impression que je bâcle la chose. Match où Non, tu c'est t'es pas bon là, for- c'est bon. Ouais, on est à 47 là, donc on va pouvoir enchaîner, tu vas pouvoir faire court. Match où tu t'es pas forcément régalé, ce Monaco Sturm Graz, et tu vas nous expliquer pourquoi. Alors que je suis en train de regarder sur WhoScored s'il y a une catégorie Europa League Conference Cup, je ne suis même pas sûr Et que non, ça il n'y en a existe. pas. Donc je vais me débrouiller, tu vas nous donner un peu le résumé de ce petit match pendant que je cherche les compos, Christophe. Oui, bon après ça c'était de l'Europa League normale, c'est C'était de plus pour l'Europa League, Rennes. mais je l'ai la Ah, compo si pardon, tu en fait, veux. tu vois, c'est Sturm Graz qui m'a perturbé, tu Ouais, vois. non, Du mais tu coup, sais, je me suis Monaco, dit, en c'est fait, ils conférence. étaient à 3 centimètres Ah, ils étaient. d'aller en Ligue des Champions. Ça aurait peut-être été mieux que le D'ailleurs, Shakhtar, donc oui, oui, mais le Shakhtar qui a perdu 2-0 contre le Sheriff. Donc j'ai les compos, pardon. Je confondais avec Rennes qui a fait 2-2 contre Tottenham. J'ai les compos où ça annonce un Monaco en 4-2-2-2. Alors je vais donner la compo et Christophe, tu oui, diras non. ce qu'il en a été. Ton pote Noubel dans les buts, qui reste impassible face à tes critiques. Une Face au défense à football 4, également. Aguilar, Marepan, Pavlovic, Jacobs. Matazo et Chouameni au milieu, Gelson et Crépin dans les couloirs, et Isidore Volland sur la pointe. Donc ça a vraiment bien bougé. Du côté du Sturm Graz, un losange annoncé. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Siban Handel, Gazi Begovic, Affengruber, Vutrich, Dante à gauche, pas le même. Irlander, Stankovic et Kiteshvili au milieu de terrain, derrière Ljubic, Jancher et Yeboah. Donc il y a pas mal d'homonymes, je pense les mauvais homonymes. Est-ce que Monaco a joué comme annoncé? Est-ce que Monaco a été bon? Est-ce que ce match a été bon? C'est qu'a fait quand même 15 tirs à 3 pour Monaco et 72% de possession. Oui, non, mais après, la critique éventuelle qu'on pourra lire à travers mes propos sur le jeu de Monaco est à mettre en parallèle avec le niveau de l'adversaire, hein, qui est vraiment pas bon. Je vais pas dire que c'est une équipe nulle, etc., parce que c'est la vérité d'un match. Je les ai jamais vus cette saison
Donc potentiellement, ils peuvent aussi avoir été très médiocres sur cette sortie-là. Mais honnêtement, Petit quiz, oui, Christophe. vas-y. Est-ce que tu es capable de nous donner le nombre de dribbles des deux équipes? Je l'ai sous les yeux, donc je Ah plutôt à mince, fort. Flo. J'ai Au repris hasard, qui WhoScored a pas pour vu le revoir les match. noms et les compos, mais c'est peu. C'est peu, le 14-1. Bon, Parce ben que voilà. non, mais 14-1, c'est quand même dur. Il y a une équipe qui savait quoi faire de ses pieds et pas l'autre, en fait. Ouais, non, mais je pense sincèrement. Alors, même si donc Stuttgart, c'était bien en losange, le losange n'est pas forcément propice au dribble. Après, tu peux faire des dribbles de dégagement sur ton 6 ou des percussions sur le 10, mais je veux dire, tu pas les ailiers qui sont généralement assez gros pourvoyeurs de dribble. Mais non, mais Stuttgart, c'était vraiment pas très bon. Les 3 tirs, que je dis pas de bêtises, je pense que les 3 doivent être sur coup de pied arrêté, au moins 2. Donc bon, il y a quand même une barre sur ces tirs-là, plus, une alors je pense qu'il est pas considéré comme tir, en tout cas pas le premier parce que c'est une bicyclette qui ensuite est reprise, parce que la bicyclette, part un peu n'importe où, elle va pas directement sur le but, mais sur un corner où Monaco avait défendu un peu n'importe comment. Mais c'est voilà, ce match-là, c'est Monaco face à un adversaire qui n'est quasiment pas en mesure de proposer quoi que ce soit à ce niveau de compétition, évidemment. S'il jouait face à la team vue du banc, il nous exploserait. Mais Monaco qui n'arrive pas à créer grand-chose, donc sur attaque placée face à une défense regroupée. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant. Parce que cette équipe-là de Monaco, on a quand même les souvenirs de la saison dernière où, sur la deuxième partie de championnat, il y avait, c'était pas un cheat code, hein, mais en tout cas le fait de passer à 3 derrière, de mettre du monde devant le ballon, tu finissais toujours par trouver des décalages, par trouver un Ben Yedder, par trouver un Folland, par avoir l'un des ailiers qui faisait une différence, tu pouvais avoir Tchouaméni qui se projetait. Enfin, ça passait, c'était un peu limite un homme providentiel par semaine avec Folland et un peu Ben Yedder en mecs les plus fiables d'un jour sur l'autre. Et là, honnêtement, moi, le joueur qui m'a le plus marqué, c'est peut-être Matazo au milieu que j'ai trouvé assez intéressant avec Tchouaméni. C'est lui qui à un moment fait une passe. Alors la passe, c'est une passe claquée, mais c'est limite une ouverture, quoi. Alors qu'elle est à ras de terre maison, elle est vraiment très forte. Mais passe axiale, qui, je sais plus pour qui, je crois que c'est Folland qui ensuite décale, centre et c'est pas loin de faire but. Mais enfin, sinon, assez peu de jeux intérieurs. Ça va chercher Diatta, Martins sur les côtés. Oui, bon, de temps en temps ça passe, de temps en temps ça passe pas. J'avoue que j'ai un peu de mal à m'enflammer sur à la fois ce profil de joueur et sur ces deux-là. C'est-à-dire si c'était Sancho, oui. Bon, Diatta, Martins, je peux un peu mitiger. Et Folland qui a, je vais pas dire qu'il a un problème de poids, hein, on va pas exagérer non plus, mais il a déjà été plus fit et de manière générale, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à retrouver le joueur qui pour moi était le mec le plus important de l'équipe l'année dernière, avec peut-être Chouameni, mais qui pressait, qui réussissait à caler les ballons, qui servait bien Ben Yedder, qui marquait plus que Ben Yedder dans le jeu, donc qui était aussi présent à la finition. Là, j'ai un peu de mal à voir vraiment ce qu'il apporte dans cette équipe. Donc oui, ça a tourné en rond, ça a tourné en rond. Il y a Fabregas qui rentre en 10, donc à la fin, ça termine avec du Tchouaméni, Fofana en double pivot, Golovin, Diatta sur les côtés, Fabregas en espèce de meneur et Ben Yedder devant. Bon, il y a pas grand-chose hein, sur les, je crois, les 1,8 XG. Il me semble que tu as un qui est sur les deux têtes, le but où c'est un centre au deuxième poteau, où je crois que c'est Dante justement qui lâche totalement le marquage de Diatta alors que c'est un contre un. Et voilà, ça devient un contre un, un contre zéro parce que le défenseur s'écarte de Diatta, on ne sait pas trop pourquoi. Et une tête de Folland, mais je pense qu'il était hors jeu. Donc, mais je veux dire, sinon, les constructions d'action, les circuits, les gens qui vont vraiment aller prendre sur eux pour faire des différences, gagner des 1 contre 1 ou créer des 1 contre 1. Même Enrique Aguilar sur les côtés du déchet dans le dernier geste. Donc, oui, assez inquiet quand même pour Monaco parce que j'ai pas vu l'étincelle en fait. C'est ça qui m'embête un peu. Face au Shakhtar, tu l'as vu dans l'intensité, dans certaines performances individuelles, tu dis ah ça va reprendre. Là, honnêtement, tu mets une équipe de Ligue 1, ça fait match nul ou ça fait défaite, hein, même, enfin, tu mets Nantes, là, je suis persuadé que Nantes gagne ce match ou pas loin. Donc, tu n'as pas appris grand-chose sur le plan du collectif et même sur le plan des individualités, tu peux pas dire: «Bon, c'était pas fonctionnel», mais au moins, je dis n'importe quoi, tu as Pavlovic qui a cassé, 15 lignes par la passe, donc du coup, tu sais que ce mec-là, tu peux un peu bâtir autour de lui. Là, honnêtement, tu pas appris grand-chose, donc tu as gagné, c'est bien, mais moi, j'ai pas passé 1 heure et demie palpitante et je suis toujours
un peu incertain sur ce que va donner cette équipe de Monaco qui, quand je la voyais sur le papier en début de saison, je me disais: «Ah oui, ça va être vraiment sympathique, l'une des équipes que je veux suivre» et là, de plus en plus, j'ai envie de m'éloigner et de ne plus trop la suivre. Mais de toute façon, je pense qu'on a clairement raté le match de la soirée dans l'autre match de la poule entre le PSG et la Real Sociedad. Donc déjà parce que ça a fait 2-2, parce que c'est deux équipes intéressantes, et que je suis en train de voir les stats et que ça avait l'air fou, avec notamment 15 dribbles contre 16 dribbles. J'ai rarement vu autant de dribbles réussis dans un match. Il y a le PSV qui a largement dominé la Real Sociedad avec 60% de possession et 2 fois plus de tirs, 15 tirs à 7. Donc ce qui est positif quand même, Christophe, c'est d'avoir gagné contre le Sturm Graz qui, je pense, va prendre des volets contre les deux autres équipes, vu le niveau que tu annonces. Ouais, voler, je sais pas, mais ça va être très compliqué, quoi. Et parce que Bah, le quand je... PSV En tout cas, notamment, je les ai vus plusieurs fois en ce début de saison, c'est quand même vraiment très costaud et eux, comme Monaco, ils ont rien à foutre là, ça se joue un peu, sur un coup de dé, le fait d'être reversés, mais ils auraient été très intéressants à suivre en Ligue des Champions. Parce que du côté des deux équipes, la PSV Real Sociedad, je vous donne juste les lignes offensives du côté de la Real, donc Oyarzabal, Ishak et Januzaj, ce qui est plutôt bien. Et du côté du PSV, Golse en 10, Rakpo à gauche, Madueke à droite et Zahavi en pointe. Donc, il y avait quand même de quoi s'éclater. C'est peut-être un visionnage qu'il faudra faire, avec notamment un Olivier Boscagli, milieu défensif. Ouais, ça, Ça, par j'avoue, contre, je m'y attendais pas. je qui aurait été très bon selon les stats sur FootMob. à noter Et que Julien ben, Maumont et un ami qui bosse dans le foot que je salue me disent que Boscagli est un des meilleurs centraux pour casser des lignes par la passe en Europe. Ils sont vraiment fans absolus de la mais relance là, de il ce joue encore mec-là. plus haut. Là, il joue encore plus haut, donc Oui, bah oui, mais curiosité quand je même. pense que c'est l'une des premières fois dans sa carrière. En tout cas, j'ai pas souvenir de l'avoir déjà vu là. Mais Mm. ça avait l'air d'être pas mal avec Van Rinkel, qui était un peu temps perdu pour le foot. Je pense qu'il a fait 2 matchs en 3 ans et qui est de retour. Donc c'est très bien. Question de Blaise Land sur Twitter. Christophe, est-ce que vous auriez pas préféré un vu du bar que le match de Monaco? Mais on préfère des vues du bar à beaucoup de choses. Donc évidemment qu'on aurait préféré un vue du bar à ça. Même si, bon, généralement après le vue du bar, c'est difficile d'avoir un podcast derrière. Bon, on ne parlera pas du Rennes Tottenham parce qu'on l'a pas franchement assez vu. Moi, j'ai vu une demi-heure. Bah, parle-nous Oui, juste de des cette buts. demi-heure-là. Est-ce qu'il y avait des choses, sans forcément faire une grande analyse, hein, mais... Euh, non, mais oui, Guirassy a fait des trucs pas mal de haut jeu. La board, techniquement, a été moyen. Il y a un super centre qui claque où tu te dis, ah, mais Delors va arriver. Typiquement, ce genre d'action, et bah non, parce que Delors est plus là. Parce que c'est plus Montpellier, en fait. Melling a été encore bon, de ce que j'ai vu. Mais du coup, je me demande ce que va devenir Truffert, si Melling est à ce niveau-là. Jonas Martin ressemble de plus en plus à Sami Nasri, ou Nasseri, je sais pas comment il faut dire. Mais c'est le truc qui m'a c'est le truc qui m'a le plus. Parce que j'ai eu le débat avec quelqu'un il y a quelques semaines et j'hésitais après. Nasseri, je disais Nasseri aussi avant. Par contre, il y a quand même les 2 buts marqués par Tottenham que j'ai pu voir qui sont un peu gaguesques, quoi, les deux. Bah, disons que Il n'y a pas de chance. Il y a pas le de chance. deuxième, Flaviente, essaye de faire un retour défensif. Il dévie le ballon un peu n'importe Il fait comment dans une la belle passe D surface. pour Højbjerg, Ouais. en fait, sur celui-là. Et le premier, c'est assez de badé, avec une très bonne déviation de Kane, je crois, au début de l'action, pour lancer Lucas Moura. Ouais, Et, j'ai pas vu la première. et finalement, ouais, Badé qui intervient et qui en fait contre et il la met au fond. Voilà. Mais en tout cas, le Tottenham de Nuno ressemble au Valence de Nuno et Wolverhampton de Nuno. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder les matchs. Parce que Sauf pour Ndombele, qui a priori Oui. Pas sur a ce fait match-là, quelques juste, trucs. parce que Ndombele, on Oui, le voit voilà. jamais, sinon. Oui, sinon il joue pas du tout. Hein. C'est pas trop un Ouais. joueur à la Nuno, Ndombele. Donc, C'est un joueur de. Ouais, ça sera pour la Conference League, quoi, parce qu'il a fait un petit peu tourner, je pense, sur ce match. Quand je vois, oui, non, quand il tu a vois fait la compo, tourner. là. Il y avait du Skip, du Tanganga, du Rodon, il y avait Doherty et Emerson Royal qui ont joué en même temps. Golini dans les buts aussi. Donc oui, ça a pas mal fait tourner du côté de Tottenham, pardon. Mais bon, 2-2 contre Tottenham pour commencer. Pour le coup, sur le plan comptable, ça reste correct pour Rennes. Surtout qu'il faudra. Enfin voilà, c'était l'adversaire le plus compliqué du groupe. Maintenant, il faut Après, faire 6 sur 6 sur les deux suivants, quoi. Mais attention aux vitesses. après, il faut finir premier, là, c'est ça? En fait, c'est mieux parce que tu sautes un tour, en fait. Ah oui, sinon tu joues Mais c'est pareil. tu joues les reversés de Ligue Europa, c'est ça? C'est ça. Mais c'est pareil en Ligue Europa, vaut mieux finir premier. Ouais. Et Parce deuxième, que tu joues les après, reversés sinon, de Ligue des Champions. Voilà. Oui, donc là, ça peut être un bye-bye assez rapide sur Bah oui. un qui est reversé. C'est pour ça que pour Très Marseille, bien. c'est un peu embêtant parce que tu as des groupes où tu te dis, oula, il y a 3 grosses équipes, donc dans tous les cas, le troisième, a priori, l'équipe de Ligue Europa qui va se manger ça,
ça va être compliqué, alors que j'ai l'impression quand même, alors évidemment, il y a ce groupe-là avec PSV et Real Sociedad, mais la plupart des groupes, tu te dis, bon, le troisième doit être quand même abordable potentiellement pour une équipe comme Rennes, quoi. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monstres. Peut-être genre la Lazio, qui l'a perdu, Lazio Galatasaray. Tu te dis que bon, ça peut en faire sauter un, mais je pense pas qu'il y aura énormément d'épouvantail si jamais tu termines deuxième. J'ai une question. Je pense que vous n'avez pas la réponse. Je ne l'ai pas non plus. Est-ce que quand tu es reversé de Ligue des Champions, par exemple si Lille fait troisième de sa poule, ils peuvent jouer Marseille en barrage derrière? Ou est-ce qu'il y a la protection club du même pays? Je vais dire qu'il y a la Oui, protection, j'en j'ai sais pas la rien, réponse. mais j'ai envie de dire qu'il y a la protection. Je sais pas, ça Ouais, Très me bien. semblerait logique. Très bien. Et ben, si quelqu'un a la réponse ou si on la trouve d'ici là, on n'hésitera pas à vous la donner. Bon, je crois qu'on va pouvoir passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris, et on va aller voir Flo qui a eu l'intelligence d'éternuer avec le micro coupé et qui va Eh nous oui. parler de 2 matchs de Ligue 1. D'ailleurs, vous allez parler tous les deux, de matchs de Ligue 1. On commence par, je sais pas trop si c'est un derby, mais les villes sont proches quand même. Angers-Nantes, Flo. Ouais, c'est pas loin, ouais. Je sais pas Et combien il y a exactement. Mais oui, tu c'est vas pas nous loin. parler d'une sensation de ce début de saison. Il y a 91 km entre Angers et Nantes, donc je pense qu'on peut parler de derby. Et 1 heure de transport. Donc, oui, Angers-Nantes, moi, pour mes premiers paris de la saison, je pars sur des buteurs, des joueurs hype, des joueurs qui marchent sur ce début de saison. Et donc, je pars d'abord sur Mohamed Ali Chaud, qui avait fait de très gros matchs, notamment un match face à l'OL où il a mis fin un petit peu à la carrière à Lyon de Marcelo, quand même. C'est à mettre à son palmarès, alors qu'il n'a que 17 ans. Et qui a marqué son premier but, alors pas le week-end dernier, mais je crois lors du match précédent. C'était pas face à Brest, j'ai perdu contre qui c'était. Mais l'idée, c'est simplement de partir sur un but de Mohamed Ali Chaud face à Nantes, dans en effet le derby, comme tu as décidé de l'appeler. Pour une raison simple, hein, c'est un joueur qui va très vite. Je crois que les Nantais ont essayé d'aller chercher un petit peu leurs adversaires, d'aller chercher Nice pour un petit peu les perturber lors du week-end précédent. Et je me dis que face à Angers, s'ils veulent pas subir le pressing angevin, ils vont essayer, je pense, aussi de sortir. Et dans ce cas-là, un joueur comme Ali Chaud peut faire quelques dégâts. Et il me tarde notamment de le voir face au défenseur de Ligue 1, Nicolas Palois. Je pense que ça peut amener des duels assez sympathiques. Et un bon test supplémentaire pour Ali Chaud. Mais donc un test que j'espère en effet victorieux pour passer mon pari, puisque la cote est quand même intéressante à 4,80. Je trouve que ça se joue parce que c'est quand même un des joueurs les plus en vue du début de saison et la cote est assez élevée malgré tout. Ouais, vous pouvez d'ailleurs aller lire sur lui dans le premier épisode de la Ligue des Talents qu'on avait fait Sur Copa Arena, en effet. Copa Arena. Et d'ailleurs, le deuxième épisode devrait arriver dans les 10 jours qui arrivent. Clermont-Brest, c'est ton deuxième match, Flo, et c'est un autre joueur couvert par la Ligue des Talents que tu vas évoquer. Ouais, autre joueur qui a manqué justement le match de reprise la semaine dernière de son équipe après la trêve internationale, puisque il était, je crois, peut-être, je sais plus si c'était une question de Covid ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il a raté le match face au Paris Saint-Germain. C'est Mohamed C'était pas Bayo. une histoire de coup d'État ou de choses comme ça, en tout cas. Ah oui, c'est ça, avec la Guinée, ouais. C'est ça. Avec la Guinée, en effet, oui, il a eu une trêve internationale un petit peu mouvementée, on va dire. Donc il était laissé au repos face au PSG. Il a raté le 4-0 qu'a encaissé Clermont. Mais sur le début de saison, c'était un des joueurs les plus servis à la fois par ses partenaires, puisqu'il était quasiment à un expected goals par match en moyenne, et efficace en plus, puisqu'il a déjà marqué 3 buts face à Bordeaux, 1 face à Bordeaux et 2 face à 3, et puis mis 2 passes décisives sur les 2 matchs suivants. Donc on va imaginer un Mohamed Bayo capable de reprendre ce rythme-là et de continuer sur sa lancée face à Brest. Donc le but de Bayo face à Brest, c'est coté à 2,45. Merci Flo pour ces deux paris. On part du côté de Lille pour 2 raisons. Parce que Christophe vit tout près de cette ville, j'allais dire dans cette ville, mais ce n'est plus le cas, tout près de cette ville, et qu'il va évoquer le LOSC en déplacement à Lens. Oui, donc tu peux aussi dire qu'on va partir à Lens, du coup, puisque ça va se jouer au stade Ouais, mais- Bollard mais- d'Hélice. Mais t'es un peu plus loin de Lens quand même. Ouais, un peu plus loin. Ouais. Après, c'est pas ultra loin non plus, hein, c'est à une demi-heure. Là, pour le coup, il y a le vrai derby. D'ailleurs, pour ton information,
pour vraiment qu'un match soit qualifié de derby, il faut qu'il y ait également une opposition sociale entre deux types de population, entre guillemets. Enfin, voilà, il faut que ça dépasse juste l'aspect ville, l'aspect proximité. Voilà, pour faire un petit peu mon intéressant. Donc oui, je pars sur le derby. Derby assez intéressant, qui avait nettement tourné à l'avantage du LOSC la saison dernière, mais dans des contextes différents. Déjà parce que le LOSC tournait mieux, et ensuite parce que le LOSC n'avait pas forcément un match 3 jours avant de Ligue des Champions qui était quand même assez énergivore là, face à Wolfsburg. Du coup, mon pari, je vais évidemment essayer de me le remettre sous les yeux. C'est pour ça que j'ai fait une longue introduction parce que je n'avais pas le truc sous les yeux pour avoir la cote. Donc c'est match nul, ça je l'avais en tête. C'est à 3,30. Aussi, en fait, je me disais dans tous les cas que Lille aurait du mal à gagner. Alors, je ne sais pas trop quelle sera l'équipe alignée. Wea sera de retour. Bamba, Sanchez seront pas là. Après, est-ce que Wea peut débuter? Je sais pas, mais toujours est-il que l'ami Bourak n'avait quasiment jamais joué de match par semaine la saison dernière. Il jouait pas la Ligue Europa globalement, ce qui avait plutôt bien marché par face à l'Ajax. Donc ça pour dire que je suis pas sûr qu'il pourra enchaîner les matchs parce que ça rejouera ensuite 4 jours après. Donc Lille sera quand même dans tous les cas obligé d'avoir une équipe un peu mixte. Et en face, Lens tourne bien, mais pas suffisamment bien pour que je me dise que Lens arrive et les défonce. Hein, voilà. Florent pourra confirmer face à Bordeaux. Lens pendant une mi-temps, c'était très très solide. Après la deuxième, Bordeaux change de système, fait entrer Adli. Bon, cette gestion-là tactique sans ballon était un peu moins bonne. Donc voilà, Lens, c'est pas une machine non plus. Hein, Florent, tu confirmeras. C'est bien, mais c'est pas parfait. Ils n'ont pas cette continuité, cette constance en fait sur 90 minutes forcément. C'est ça. Surtout quand ils lâchent une grosse mi-temps, quoi. C'est ça, et c'est un peu une constante cette saison sur la plupart des matchs. Donc j'étais dans tous les cas sur l'idée que ça serait difficile pour les deux équipes de l'emporter, vu que Lille ne perd pas les derbies face à Lens depuis très très longtemps. J'ai plus le chiffre alors que j'ai fait que ça toute la semaine avec la Voix du Nord. Je pense que en tout cas c'est plus de 10. Ils n'ont pas perdu les derniers derbies en championnat. En tout cas c'est plus de 10 ans. Enfin, ça fait très très longtemps que Lille n'a pas perdu le derby, donc un match nul. Je vais pas dire que tout le monde serait content, mais en tout cas je pense que la plupart des gens ne seraient pas mécontents sur le résultat brut. Merci Christophe, ton deuxième pari, je te laisse enchaîner. Ouais, mon deuxième au sud. pari, je vais faire un petit peu plus court. Nice-Monaco. Autre derby. Ouais, autre derby, la vraie derby, où en plus j'ai pu expérimenter le fait de couvrir un match à Monaco là il y a quelques temps, parce que j'étais allé en déplacement pour le boulot sur Monaco-Lens du coup. Un match qui rejoint mes deux paris, et c'est vrai que tu vas jusqu'à Nice en avion, et puis ensuite tu prends la voiture et tu te rends compte que ce n'est vraiment pas loin, que c'est encore plus proche que Lens et Lille. Et donc mon pari c'est Nice à 2,75. Je reviens pas sur tout ce que j'ai dit sur Monaco là il y a quelques minutes, qui du coup les gens ont retenu que c'était pas non plus ultra positif sur le fond de jeu et que je m'inquiétais face à une opposition plus solide. Et l'opposition plus solide, elle arrive, c'est Nice. Nice n'aura donc du coup pas joué cette semaine, contrairement à Monaco qui pourra avoir cet aspect fatigue, même s'il y a une partie de l'effectif qui avait tourné ce soir. Nice, même quand Nice n'est pas bon, Nice gagne les matchs. C'est ça qui est assez incroyable là, sur la dernière sortie face à Nantes. C'était vraiment pas très bon, et pourtant il y a une victoire 2-0. Et quand Nice maîtrise son sujet, comme face à Lille, c'est 4-0 avec un but refusé de 3 mm pour faire 5. Donc je sais pas si Christophe Galtier a trouvé un cheat code pour gagner tous ces matchs en Ligue 1 avec des ailiers travailleurs, un 4-4-2, un duo d'attaquants assez complémentaire avec un mec plutôt de surface et un autre qui se déplace autour. Mais je pense que le tube de l'été sera le tube du début d'automne. Je ne sais pas si ce sera le tube de l'année, mais je crois quand même dans la capacité à Nice à vraiment s'insérer dans la course au podium pendant un petit moment, et donc à enfoncer le voisin monégasque. Quand même une cote qui, pour une victoire à domicile, est très très intéressante. 2,75, on va pas se mentir, c'est pas tous les 4 matins que ça arrive. Et par contre, faut quand même en plus ajouter que Nice-Monaco, c'est dimanche 13h. Le fait de jouer à 13h pour Monaco qui joue le jeudi soir, Oui, ça c'est t'es quand même sur quelque chose de très très rapproché. c'est même Même limite, s'ils ont hein. joué à domicile, t'es vraiment, ouais, voilà, c'est limite. Ouais, c'est même limite d'un point de vue physiologique et tout. Moi qui je rappelais un peu ce que j'ai fait, parce que j'aime bien me lancer des fleurs, mais je me suis penché sur tout ça, sur la partie préparation physique du bouquin Comment gagner un match de foot.
Et c'est là que tu vois que les mecs, en jouant à 21h, ils dorment genre à 5h du matin, etc. Et qu'en gros, ça peut te flinguer un peu tes performances physiques n'être qu'à 80% pendant quelques jours. Donc ouais, renchaîner sur un match à 13h où du coup tu prends ton repas à 10h30, 11h, c'est forcément les mecs seront pas à 100% quoi, physiquement. Tu peux compenser avec pas mal Mais d'autres choses, mais dans tous les cas, c'est obligatoirement, tu as un aspect physiologique qui va rentrer en ligne de compte. parce que je me disais, ils auraient pu les faire jouer plus tard, mais en fait, tu as tellement d'équipes françaises engagées le jeudi soir maintenant, Oui, qu'il y en a Et il y en a forcément 4. une qui va se faire Ouais. avoir. La solution, c'est jouer le lundi. Ouais, mais le lundi Ça soir, tu peux sera pas, la seule. il y a le match de National sur Canal, donc tu peux pas faire Non, mais c'est concurrence, vrai, tu vois. mais dans une situation comme ça, Oui, pour une c'est ce que équipe comme Monaco, il vaudrait mieux jouer le lundi soir que jouer le dimanche à 13h, quoi. ouais, C'est évident. c'est le créneau que la première Ligue a, je crois, de temps en Ouais, temps, le lundi ouais, ouais. soir. Donc Justement, le lundi en première ligue, ah non, il n'y aura pas de match. Par oui, contre, il y a le Napoli qui joue lundi soir en première ligue, qui jouait ce soir, par exemple. ouais, parce que là, alors Nice-Monaco, c'est le cas, mais il y a aussi Rennes qui joue à 16h, Marseille qui joue à 16h Après, dimanche. c'est Marseille et Rennes qui s'affrontent entre eux. Donc, d'un côté, tu peux Oui, t'y oui, oui, retrouver. Les oui, c'est deux équipes ça. ont vécu la même chose. Mais Après, c'est aussi pour la qualité des matchs, tu vois. Si tout le monde est oui, cramé sur ton match de Ligue 1 le week-end, parce que pour une fois, les coachs ne font pas trop tourner non plus. Tu oui, vois, bien bon, sûr. Monaco plus quand même, mais les autres n'ont pas trop fait tourner. Donc, on va voir. On va voir ce que ça va te donner. Et on en reviendra peut-être dessus dans un Twitch donc dimanche soir après PSG Lyon. C'est une possibilité, mais on ne va rien garantir parce qu'on est comme ça. On joue avec la vie. Merci messieurs pour ce deuxième épisode de la saison 9. On se retrouve lors de la prochaine journée Ligue des Champions C'est pour ça. de nouvelles analyses. Et puis on couvrira aussi la deuxième journée de Ligue Europa si tout va bien. Ciao. Salut. cordialement.